Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour voir ensemble comment scale une offre B2B à 6 chiffres par mois. Et je vais t'expliquer la stratégie qui m'a permis d'avoir des clients comme Voyage Privé, Ferrari, Canal+, Lacoste, Nocibé et tellement d'autres, Carrefour, BNP et j'en passe. Je vais t'expliquer tout ça. Ok, donc on y va. Pourquoi la majorité des consultants restent fauchés pendant que 0,01% des gens impriment de l'argent? La plupart des gens ne sont pas coincés dans de mauvais marchés par manque de compétences, ils sont coincés par manque de conscience structurelle, je vais t'expliquer tout ça. Ils ne prennent jamais le temps d'analyser où l'argent circule réellement, c'est malheureusement toujours le problème. Au lieu de ça, ils sont hypnotisés par ce qu'ils voient sur YouTube. Des success stories bidons, et tu vois très bien de qui je parle, qui vendent du rêve au lieu d'expliquer les vraies mécaniques des flux des capitaux. En gros, t'écoutes des gens sur internet qui vont t'expliquer comment vendre des PDF, alors que le sujet de l'argent n'a jamais été dans la vente de PDF. D'ailleurs, peu de gens ont fait beaucoup d'argent dans la vente de PDF, parce que c'est pas dans la vente de PDF qu'il y a beaucoup de pognon. C'est aussi bête que ça. Ce qui ne veut pas dire que tu peux pas faire de l'argent dans la vente de PDF, d'accord? Mais c'est juste que toi, tu vas galérer beaucoup plus et tu as beaucoup moins de chances d'y arriver. Au lieu de ça, t'écoutes des stories sur internet, vraiment nulles, en te disant ouais, moi j'ai fait ça. La plupart passent pour des menteurs, des bonimenteurs comme on dit. La plupart ont l'air d'être là en essayant de dire ouais, mais tu vois, c'est la force du travail, tu vois, moi je me lève à 5h du mat et tout. Tout ça, c'est de la merde, c'est du bullshit et je vais t'expliquer pourquoi. Ils pensent qu'ils sont dans le business de la vente de services. C'est faux. Ils sont dans le business de la vente d'un levier économique au marché capable de les payer. Et ça, c'est peut-être la seule phrase que tu dois retenir quand tu dimensionnes un service. Pourquoi la majorité des prestataires de services finissent piégés dans des marchés à faible marge et à fort churn? Le churn, c'est quand les gens se barrent. Ils copient des modèles business conçus pour des gens fauchés. Ils inventent un service, puis essaient de convaincre les entreprises de payer des prix élevés. C'est comme ouvrir un restaurant 5 étoiles dans une food court. Il n'y a pas meilleur exemple. En gros, tu es un restaurant Michelin, tu vas dans une food court. Une food court, c'est un endroit où tu as plein de petits restaurants un peu sur la place, et tu crois que tu vas avoir des gens. Sauf que dans la food court, il n'y a que des gens qui n'ont pas de budget. Donc jamais ils vont venir dans ton restaurant 5 étoiles. Pire, si tu as ton restaurant 5 étoiles au milieu d'une food court, même tes clients ne viendront pas parce que de toute façon, tu seras au milieu d'une food court. Et eux, c'est les food courts, c'est les trucs des gens qui n'ont pas d'argent. Donc, ils ne viendront pas. Donc, tu peux dire, ah ouais, mais moi, j'ai eu un échec dans un restaurant, j'y arrive pas. Pourtant, je fais des super plats, je comprends pas. Le fait que tu sois au mauvais endroit fait que ton restaurant, personne ne le goûtera, très peu, et puis ça ne marchera pas. Okay, donc, c'est pas qu'une question de produit, c'est une question de positionnement. Mauvaise audience, mauvaise attente, personne ne veut payer des prix premium, surtout dans un endroit où tout le monde s'attend à payer 10 fois moins cher. Ce qui est logique. Un mec au SMIC va pas s'acheter des maisons à 1 million. Donc, va pas placer, tu vois, au milieu, par exemple, d'un quartier où tu as des HLM, tu n'as pas de maison de bourgeois au milieu. Ça paraît bête, c'est la même chose. Sinon, la maison de bourgeois, elle aurait beaucoup moins de valeur. C'est la même logique et personne n'y habiterait. Ou alors, elle serait prise, etc. C'est un peu cette logique-là. Ils chassent des industries où les budgets sont limités au lieu de se concentrer sur des marchés où l'argent doit circuler. Ils ne comprennent pas comment l'argent circule réellement au niveau institutionnel. Ils ne savent pas manipuler la perception des coûts pour éliminer la résistance au pricing. Très souvent, on se focus sur un pricing, on se concentre en disant ouais, mais c'est sur le pricing qu'il y a de la valeur, machin. Non. Et je vais t'expliquer après pourquoi. Ils ne créent pas d'urgence décisionnelle chez le prospect. Oui, je peux vous rappeler la semaine prochaine, je vais réfléchir. Oui, on va voir d'abord, on va étudier un peu ce qu'il y a sur le marché. Ils ne contrôlent pas le positionnement de marché pour devenir le choix par défaut. En gros, ils ne font pas ce que moi j'appelle des offres no-brainer. Mais je vais y revenir après. Les consultants et agences les mieux payés ne vendent pas de services. Ils vendent des inévitabilités économiques. Tu n'as pas le choix que de payer mon service si tu veux faire plus. La plus grosse erreur en B2B, construire une offre qui est utile au lieu d'être essentielle. La plupart des gens pensent que c'est utile ou peut-être intéressant de faire de la publicité ou de faire du contenu sur Internet. En aucun cas, c'est quelque chose qui est essentiel. Et pourtant, voilà. Et j'ai l'exemple d'un miniamaker, c'est-à-dire des gens qui font des miniatures. Les gens disent oui, mais la miniature ça sert à rien. Sauf que si tu arrives à augmenter sur du trafic, je sais pas, x2 le taux de clic, eh ben, tu peux passer de 20 000 vues à 40 000 vues. Et du coup, tu peux rapporter beaucoup d'argent. Donc finalement, toi qui fais par exemple des petites images pour les chaînes YouTube, c'est un exemple lambda, et bah, du coup, au lieu de vendre ton truc 50 balles, ta miniature 50 balles, tu peux vendre plutôt des miniatures pour aller faire 50, 100 000 vues de plus, ce qui permettrait de rapporter beaucoup plus d'argent. Et donc, tu peux t'indexer sur ce prix-là. Si tu maîtrises ton métier et que tu sais ce que c'est que de faire des bonnes miniatures. Si ton offre ne fait pas ressentir au client qu'il serait financièrement stupide de ne pas l'acheter, tu es foutu. Si je fais des miniatures, un exemple à 50 balles, et que je ne montre pas au client que mes miniatures valent 1000 balles, je pourrais jamais y vendre 1000 balles. Ça paraît logique. Et ben, du coup, même 1000 balles, ta miniature, tu peux la vendre si tu connais ton métier et que tu sais ce que tu fais. Donc bien évidemment qu'il y a une importance qui est énorme sur ce type de logique. Donc si ton offre ne fait pas ressentir au client qui serait financièrement stupide de ne pas l'acheter, tu es foutu. Il faut vraiment que la personne ne se pose pas la question. Oui, je sais que je vais faire de l'argent avec, oui, je sais que je vais avoir tel produit avec, tel service, tel network, ça dépend ce que tu veux. Une offre irrésistible doit faire 3 choses. Se positionner comme la seule solution à un problème à forte valeur ajoutée et urgent.
Être structuré de façon à revendre le prix inexistant, car le ROI est une évidence. Okay, donc la question du prix n'est pas un sujet, parce que ça va rapporter de l'argent. Je vais redonner un exemple que je donne souvent. Si tu lèves des fonds, savoir que ça vaut 50 000 balles pour que tu lèves 100 millions, c'est no-brainer. Savoir que ça coûte 100 000 balles pour que tu lèves 50 millions, c'est no-brainer si tu les lèves. D'accord ? Donc, il n'y a pas vraiment de sujet de prix. Le ROI est une évidence. Okay, créer un effet cheval de Troie. D'ailleurs, attends, dans les campagnes présidentielles, très souvent, on donne des pourcentages sur les placements publicitaires. Et donc, ça, il faut y réfléchir. Pourquoi est-ce qu'on donne des commissions sur des placements publicitaires ? Parce qu'en soi, on peut dire, de toute façon, on fera de la publicité. Pourquoi est-ce que tu donnerais des commissions sur les placements publicitaires ? Parce que ça incentive la personne en charge de ça de passer un maximum dans tous les médias. Et plus on passe dans les médias, plus notre message sera imprimé, et donc plus on fera de gens qui seront ralliés à notre cause, et donc plus on va pouvoir être élu. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc, vous voyez, c'est une logique de « Ah oui, bien sûr que je vais payer et je vais donner une commission si le mec me fait passer dans des médias. Et je vais lui donner tous les budgets de chaque média. Il va prendre un pourcentage. » D'un coup, ça devient évident. Comme ça, je suis incentivé, je vais te faire passer partout, machin, etc. Et on va gagner la campagne. On va pas te faire gagner 50 000 followers. Non, on va te faire gagner la campagne, on va te faire gagner le truc, tu vois. C'est vraiment cette logique-là. Et ensuite, tu crées un effet cheval de Troie, ou en s'intégrant dans l'entreprise pour qu'elle ne puisse plus se passer de toi. Si tu fais ça, que la personne est élue, qu'est-ce qui se passe ? Tu deviens ministre, tu machin, la personne ne peut plus se passer de toi. C'est un exemple sur de la politique. Tu as vu, je parle de Media Maker, mais c'est pareil, le Media Maker, dès lors que tu as fait toutes tes miniatures, que le mec il voit que tu as fait augmenter son chiffre, tu peux lui facturer 4 fois le prix, le mec te dira oui. Si tu sais combien d'argent il fait, etc., le mec te dira oui. Donc, et après, tu vas l'aider sur d'autres choses. Ah, mais t'as d'autres chaînes YouTube, mais attends, je vais te lancer une autre chaîne, machin. Et du coup, tu crées, et donc, c'est vraiment la méthode du cheval de Troie. Tu as déjà les compétences, tu joues juste au mauvais niveau de la pyramide. Le plus gros mensonge financier, travailler dur apporte de la valeur et l'argent suivra. C'est faux. L'argent ne suit pas les efforts, l'argent suit le contrôle du capital. En gros, l'argent suit le capital. D'accord ? Là où les gens peuvent mettre beaucoup de pognon. T'as qu'à voir tout bête. Il y a de l'IA qui se lance, il y a des milliards qui sont déversés dans l'IA. Il faut aller dans l'IA. Mais il faut aller dans l'IA, pas en disant « Ah, il faut faire un produit d'IA ». C'est là où la plupart des gens font n'importe quoi. Non, il faut intégrer de l'IA dans ton truc pour valoriser ce que tu es en train de faire encore plus haut. Si tu vends au bas de la pyramide, tu vends à des gens qui n'ont aucun contrôle sur les résultats financiers. Ils ne savent pas. Si tu vends au sommet, tu vends aux décideurs qui dirigent les flux de capitaux. Donc toujours remonter d'un cran dans la pyramide pour être capable de se dire « Ok, si je me mets en bas, je vais en chier, je vais avoir beaucoup de clients, ça va me saouler, machin. » Si on va plus haut, forcément tu vas avoir moins de clients, mais c'est plus intéressant. Et je vais prendre un exemple tout bête. On va prendre l'exemple de Coca-Cola. Coca-Cola n'a pas de shop Coca. Enfin, je crois pas, mais peu importe. En tout cas, tu n'as pas de boutique si tu veux acheter du Coca. Par contre, tu as une boutique si tu vas aller acheter, je sais pas, du vin, genre Nicolas, etc. Mais si tu vas Coca, son business, c'est de faire du B2B. Coca, c'est pas forcément de vendre aux consommateurs. Ça, c'est le principe de la distribution. Coca ne fait que négocier avec des centrales d'achat, des négociants, pour livrer un maximum de bouteilles. Et c'est la marge que va faire le distributeur, Carrefour ou qui tu veux, pour gagner de l'argent. Ils vont gagner de l'argent là-dessus, d'accord ? Et donc, le job de Coca, c'est pas forcément d'aller choper les consommateurs, c'est d'être distribué à un maximum d'endroits en B2B. Et c'est là où les gens se plantent généralement. Donc tu vois, si c'était cantonné à dire « Ouais, je vais vendre qu'à des consommateurs », ils en chieraient partout. Partout, ce serait compliqué. Et du SAV, du machin. Alors qu'en B2B, ils décentralisent en fait leurs décisions sur des centrales d'achat et des négociants, et eux vont dans des distributeurs. Je ne vais pas faire tout le circuit long, intermédiaire, machin, mais du coup, les bouteilles vont être en magasin pour être achetées. Mais c'est le rôle du distributeur de les vendre et de bien les mettre dans la bonne vitrine, au bon endroit, au bon machin. C'est pas au rôle de Coca. Coca, il fait les bouteilles de Coca. C'est un exemple tout bête. Beaucoup pensent qu'ils ont besoin de plus de compétences et d'une certification pour closer des gros deals. Non. Si tu as déjà closé un deal et livré un service, tu as déjà tout ce qu'il faut pour imprimer de l'argent. Si tu as déjà vendu quelque chose, tu sais faire ce que je vais te dire. Si tu l'as jamais fait, c'est pas grave, parce que tu vas facturer pour sous-traiter. Parce qu'il y a forcément des gens qui savent le faire. C'est bête, mais dans les deux cas, t'as pas de sujet. Le vrai problème, ce n'est pas ce que tu vends, c'est à qui tu le vends. Et comment tu vas le pitcher et la valeur que tu vas donner dedans. Dès que tu corriges ta cible, ton pricing et ton process de vente et ton pourcentage de revenus explosent. Tu corriges l'endroit de la pyramide, tu mets un pricing qui correspond au niveau de la pyramide, et ensuite tu as juste à créer le lien, donc le process de vente, et là d'un coup tes revenus ils explosent. La pyramide, tu te situes où ? D'accord, on revient sur une pyramide. Le bas, freelance, petites entreprises, entrepreneurs lotières. C'est ici que la majorité des consultants restent coincés. Ils pensent vendre à des business, alors qu'en réalité ils vendent à des freelancers glorifiés, des freelances améliorés. Leur profil, des infopreneurs, des mecs qui font du YouTube, du machin, tout ça, des marques e-commerce low ticket qui font du 30 000 balles par mois, des petits entrepreneurs qui sont juste des freelance améliorés, quoi, des solopreneurs.
En réalité, ces clients-là ne possèdent pas d'entreprise. Ils possèdent un job bien payé, mais instable. Ils n'arrivent pas à maintenir leurs 10K par mois, leurs 15K par mois. Et toi, tu vas essayer de leur vendre un truc, ça va être trop compliqué. Donc, tu vas te caler à 1000, 2000 balles. Alors que les mecs vont essayer de te gratter des prix, des machins, parce qu'eux-mêmes, ils savent pas si le mois prochain, ils vont y arriver. Bref, c'est tout un bordel. Leur vrai problème, pas de réserve de capital. Ils survivent du jour au lendemain. Décision réactive, aucun budget stratégique, ils savent pas ce qu'ils foutent, ils comptent sur la chance. Ils sont là, ils font des choses et ça marche pas. Décision basée sur l'émotion et non sur la logique financière. Ah oui, toi tu me plais bien, ah ouais, je vais te prendre ton truc. Ou alors j'ai vu sur internet que ça avait l'air de bien marcher. Bien sûr que non. Pourquoi tu restes bloqué à 10 000 balles par mois? Tu ne fais pas réellement de B2B. Coca, pense à Coca. Si Coca devait développer des shops, des machins, des trucs, vendre, il ferait des marchés pour vendre du Coca. Non, ils ont dit, boum, on cible des distributeurs, des négociants, des grossistes. Tu vends de la psychologie consommateur dans un contexte business. Leur priorité financière, acheter des claquettes Gucci, la dernière Mercedes ou emmener des escortes en vacances. Autrement dit, des mauvais clients. C'est-à-dire que, et je pense que tu vas le voir, tu le vois aisément, les gens, ils n'ont pas de pognon pour te mettre 10K. Par contre, ils vont claquer 10 ou 15K dans leurs vacances. Voire même, ils vont s'endetter et faire un crédit. Et j'aime bien dire ça. Les gens ne sont pas capables de mettre 20 000 balles dans leur business. Par contre, ils sont capables de s'endetter sur 25 ans pour une maison à 400 000 balles. Réfléchis à ça. Pourquoi? Sachant que la promesse de gain d'une maison, c'est quoi? C'est 5% à l'année que tu rembourses au bout de 7 ans, parce que tu dois payer tes frais de notaire et tout. Et donc mettre 20 000 balles dans le business, ça paraît trop compliqué de faire un crédit pour ça. Par contre, oui, acheter une maison à 400 000, hein, tu comprends, j'ai une maison, j'ai pas de loyer à payer. T'as pas de loyer à payer, mais tu payes combien d'intérêts pendant 7 ans, plus tes frais de notaire que tu as déboursés. Tu vois, par exemple, le frais de notaire, dans une maison, 7% du prix de maison, ça choque personne. Et pourtant, imagine le prix de ouf. Voilà, c'est une jolie offre de performance fees, hein, les frais de notaire. C'est un exemple, mais c'est pour te montrer la logique. Le milieu de la pyramide. Le milieu, c'est les PME établies, SaaS, entrepreneurs, 7-8 chiffres, qui font en gros entre 1 million et 10 millions, 80, et 100 millions. Allez. C'est mieux, mais tu restes toujours limité. Et ces entreprises ont des revenus stables, peuvent payer 5-10K par mois, peu importe le service, et ils ont une logique, ils sont éduqués. Ils savent ce que c'est du ROI long terme. Ils vont pas dire je mets 5 en pub, il me faut 15. Non, c'est pas ça. Ils savent que ça crée du réseau, que ça campagne, qu'ils vont pouvoir trouver des opportunités, etc. Que c'est pas palpable, mais c'est un peu comme du budget d'influence qui te permet d'acheter de l'influence et donc du ROI. Le problème, elles prennent encore des décisions basées sur les revenus, pas sur le contrôle du capital. Et en fait, le problème, c'est qu'ils vont toujours mesurer un retour sur investissement à ce niveau-là. Ce qui est OK, mais tu ne peux pas avoir plus. C'est vraiment au milieu, on est entre les deux, quoi. Elles optimisent les coûts au lieu de déployer du capital. Exemple, quand une société fait 12 millions, d'ailleurs j'ai un exemple en tête, j'en connais un qui fait, j'en connais plusieurs, mais j'en ai un en tête qui fait 1 million par mois. Qu'est-ce qu'il fait, ce mec-là? Plutôt que d'aller leverage, c'est-à-dire faire du levier, faire du crédit pour réinvestir, avoir une scalabilité, ils vont préférer couper les coûts, qui est une décision généralement d'entreprise qui amène toujours à limiter l'entreprise vers le bas, parce qu'ils n'arrivent pas à croître davantage. Pourquoi? Parce qu'ils sont limités à optimiser les coûts plutôt qu'à lever du capital. Et s'ils déploient leur capital en faisant des crédits, en faisant rentrer des associés, en faisant racheter des parts, en valorisant la société, là ça fonctionne. Sauf que 90% des gens qui arrivent à des niveaux entre 5 et 20 millions, à un moment donné, ils se disent non, il y a cette réflexion de, moi, je ne vais pas dire de bas étage, parce qu'on est vraiment au milieu de la pyramide, mais il y a cette réflexion de dire on va réduire. C'est un peu quand il y a des sociétés qui coulent, quand par exemple, dans des endroits où j'ai des consultants, des sociétés en train de couler, on m'appelle, on me dit ok, qu'est-ce qu'on ferait, machin, etc. Moi, je leur dis le premier truc qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous doubliez vos budgets de communication. Et tout le monde me regarde en me disant mais vous êtes fous, c'est pas possible, c'est justement ça qu'il faut couper parce que c'est de l'argent, c'est pas rentable, c'est pas machin. Ce qui n'est pas rentable, c'est pas votre budget de communication, c'est votre façon d'utiliser votre budget de communication. Et donc c'est une stratégie, LTV, etc. machin. Si vous commencez à réduire les salariés et réduire la masse salariale, qui est un des premiers trucs qu'on fait, réduire les budgets de communication, qu'est-ce qui va se passer? Vous pourrez de moins en moins investir, et si vous investissez, vous n'avez plus assez de personnes pour le faire. Donc vous repartez à zéro et vous perdez énormément de temps et de levier là-dessus. Alors que si vous avez le bon process et la bonne stratégie pour juste monétiser le trafic, l'histoire elle est réglée. Donc ça, c'est la logique de ce pourquoi on va me payer et comment est-ce qu'on l'applique. Et du coup, il y a des boîtes, malgré tout, elles préfèrent économiser 10K par mois sur des sujets. Mais tu comprends, là, on perd 10K là, ce salarié-là, il est pas bon, machin, tout ça. Ils réduisent la masse salariale, ils réduisent les volumes, ils vont récupérer de la marge, ils se disent on a récupéré de la marge, t'as vu? On fait moins, mais on fait plus en marge. Très bien, ça dure pendant un trimestre. Et après, bam, ça se recasse la gueule. Parce qu'en fait, le sujet n'est plus là. Il y a une perte de motivation, il y a une perte de sens, il y a une perte de plein de sujets. D'accord? Je vais un peu loin, mais voilà. Le milieu, c'est comme la classe moyenne, c'est tu as peur d'aller en haut, tu essaies d'aller en haut, mais tu n'y arrives pas, mais tu as très peur de retomber au niveau en bas. Et donc, du coup, tu es coincé dans ce palier-là, et c'est le range le plus compliqué à passer, parce que dans ce niveau de pyramide, c'est très compliqué d'aller péter le plafond de verre. À ce niveau, il rencontre encore des objections, du churn, des cycles de vente fragiles. Voilà ce que je viens de décrire.
Le sommet, au-dessus, on est sur des institutions qui génèrent des milliards. On est sur des gros portefeuilles, des private equity, on est sur des hedge funds, des family office, on est sur des gros porteurs. C'est là que l'argent bouge vraiment. Et en effet, c'est là. Prenons l'exemple tout bête. Si je vous dis BlackRock, tout le monde connaîtra BlackRock. BlackRock, c'est le sujet. C'est le leader mondial, celui qui a le plus. Je crois qu'ils ont 14 000, ils ont entre 12 000 milliards et 14 000 milliards. Pour vous donner un ordre d'idée, la dette de la France à l'heure actuelle, elle est de 3 000 milliards. C'est-à-dire qu'ils sont capables de combler 4 fois, ils peuvent racheter 4 fois la France, BlackRock. Donc évidemment que c'est des gros sujets. Donc eux, de la façon dont ils bougent, il faut y aller. Quand ils rechallengent leur portefeuille, il faut les suivre. Parce que eux, c'est l'argent du monde. Qui siège ici? Fonds de private equity, hedge fund, allocataires de capital, family office ultra riche. Alors family office, c'est pas du single ou du multi. Énergie, infrastructure et grands contrats gouvernementaux. Évidemment, c'est lié au gouvernement, société privée, militaire, tout ça, par exemple. ESG, tout ce qui est environnement, tout ça. Comment ils prennent des décisions? Efficacité du capital. Est-ce que ça nous aide à mieux allouer nos actifs? Est-ce que ça nous aide à nous valoriser? Contraintes réglementaires, on n'a pas le choix, il faut déployer des fonds, on doit mettre du budget, on doit investir, il faut faire ça. J'avais une discussion à Dubaï avec une amie qui me disait, tu devrais être consultant dans l'environnement, parce que si tu arrives à marketer des produits qui sont difficilement marketables sur des trucs de pollution, c'est rendre de la pollution en énergie verte, pour la faire simple, et ben, ils ont des notes de crédit qui sont accordées qui permettent de faire baisser les taux de crédit. Et toi, si tu te rémunères sur ce taux de crédit, vu que les mecs font des milliards en crédit, tu vas prendre beaucoup d'oseille, tu as juste à t'indexer sur la réussite d'un crédit. Et tu vois, c'est pareil, au lieu d'essayer de réussir d'être courtier sur des mecs qui vont faire des maisons à 300 000 pour essayer de prendre tes 400 balles par mois, si tu fais la même chose, mais pour des entreprises qui ont du mal à faire des crédits de 500 millions, et ben du coup, tu peux te retrouver et prendre une commission, négocier peut-être 1% de crédit en moins et tu te rémunères sur l'économie du crédit que tu as fait et tu prends peut-être 5 ou 6 millions juste pour avoir eu un client et avoir réussi à négocier un crédit. C'est un exemple. Mais c'est ces niveaux-là où ça fonctionne. La plupart des gens qui font, par exemple, je sais pas, entre 1 et 10 M à l'année en étant seuls, ou voilà, ils ont pas 50 clients à 500 000. Ils ont 2-3 clients max à 3 ou 4 millions. Et c'est ça en fait qu'il faut comprendre. C'est que c'est pas une question de scale en termes de produits. Il vous suffit d'un client pour gagner 3-4 millions. C'est un exemple. Nécessité concurrentielle. Si on ne le fait pas, on perd notre position. Il y en a, ils sont prêts à investir beaucoup de budget pour bouffer la concurrence. Exemple, c'est souvent le cas dans les fusions-acquisitions, dans le M&A. En gros, pour éviter de perdre des parts de marché, quand on voit qu'il y a des firmes qui commencent à monter, des compagnies, et ben celles au-dessus préfèrent les racheter. Mais on est d'accord que c'est une obligation. Prenons l'exemple de Facebook qui rachète Instagram, par exemple, et WhatsApp. On est d'accord qu'à un moment donné, ils veulent contrôler le marché. Vrai ou pas? Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si toi, tu arrives à te plugger à ce moment-là, quand tu vois les trucs émerger, par exemple en ce moment avec de l'IA, il y a de l'IA qui va se faire racheter par des gros groupes et il y a des institutionnels. C'est pour ça qu'il y a autant d'argent qui est déversé. On veut garder le contrôle de la concurrence, on veut garder les prochaines firmes qui vont se valoriser, comme Mistral.ai, etc. On veut y aller et développer ça. Je vais pas parler d'OpenAI, mais c'est pas tout à fait pareil, mais c'est pour donner l'idée de dire qu'en fait, quand on est au bon endroit, positionné de la bonne façon, c'est pas une question d'aller revendre Nestlé qui fait de la fusion-acquisition avec, je sais pas, avec Ferrari, j'ai n'importe quoi, je vois même pas pourquoi, pour offrir des yaourts à chaque ou des bouteilles dans les voitures. Mais c'est pour dire que quand on se positionne à un endroit qui a l'air logique, on sait que ça va être racheté. Il y a forcément des institutionnels qui vont racheter des trucs de l'IA. Donc si toi déjà tu vends du service à des institutionnels ou même à des family office en haut de la pyramide et que derrière cette haut de la pyramide parle à l'autre pour te faire racheter et que toi en plus de ça tu te fais racheter et que tu prends une commission au milieu, mais tu prends beaucoup d'argent. C'est comme ça que ça fonctionne. Comment ils prennent des décisions? J'ai déjà dit, le résultat, aucune objection prise. 5000 balles par mois, pour eux, c'est comme 500 balles pour tes montages vidéo. Pour eux, c'est ridicule. C'est insignifiant. Ils gagnent 100 M derrière de toute façon. Est-ce que tu vas leur apporter? Aucun churn. Ces entreprises existent depuis des décennies. Donc, elles ne sont pas prêtes de mourir. Elles sont implantées sur le marché. Elles font attention à leur satisfaction client. Un deal égale une pipeline à plusieurs millions, ce que je viens de dire juste avant. Même compétence, même travail, mais dans un autre marché, 20 fois plus de revenus. C'est exactement ce que je te montrais. Il y en a, ils font de l'affiliation sur des chaussures Zalando, et puis il y en a, ils apportent des clients et ils prennent des pourcentages sur les AUM, les Assets Under Management, c'est les actifs sous gestion, c'est-à-dire l'argent géré par des patrimoines, enfin par des CGP ou des fonds d'investissement, et ils prennent 2% sur l'argent levé. Tu lèves 100 millions, bah, tu prends 2 millions. Voilà. Pendant qu'il y en a qui continuent à vendre en affiliation, en SEO, des chaussures Zalando, quoi. Tu vois l'idée. Comment monter dans la pyramide? Maintenant, c'est peut-être le sujet qui va t'intéresser plus. Comment est-ce qu'on arrive là? Même si tu es coincé en bas actuellement, si tu vends actuellement des petites entreprises ou des clients à faible valeur, voici comment t'élever et passer à des clients qui génèrent des millions, voire des milliards. Repositionne ton offre pour le bon marché. Prends tes compétences actuelles et pose-toi ces questions. Quels secteurs prennent des décisions dans mon marché à plusieurs milliards, basées sur cette compétence que j'ai actuellement?
Où cette compétence impacte-t-elle l'allocation de capital plutôt que simplement les revenus? Prenons l'exemple d'un monteur vidéo. Ouais, je vais faire du monteur vidéo pour les mecs de YouTube. D'accord. Pourquoi tu fais pas du montage vidéo pour le cinéma? Démarche des productions de films. Fais-toi embaucher. Parce qu'à un moment donné, ils vont avoir des rushs, ils vont devoir sortir des films vite, surtout aujourd'hui avec les productions de Netflix, machin, etc. Ok. Enfin, Netflix Co. Vas-y. Ils vont externaliser une partie, tu vas pouvoir prendre un billet et tu vas pas facturer 2000 balles. Tu vois, le montage vidéo, c'est un exemple. Et tu vas intégrer leur process, tu vas rentrer, tu vas montrer qui t'es, etc., etc. C'est un exemple. Peut-être pas le meilleur, mais c'est un exemple. Où cette compétence que tu as impacte-t-elle l'allocation du capital plutôt que simplement les revenus? Comment est-ce que ta compétence peut directement avoir un effet sur le capital, c'est-à-dire pousser le capital vers le haut, plutôt que simplement des revenus? Vraie question, selon ton secteur. Au lieu de j'aide les infopreneurs à améliorer des ventes avec l'email marketing, dis plutôt je mets en place un système d'acquisition pour augmenter l'AUM des fonds d'investissement 20 millions par an. Tu vois l'idée? Ça, c'était moi au début. Ça, c'est moi depuis 7 ans. Mais fondamentalement, qu'est-ce que tu fais? J'envoie des emails pour trouver des clients. Fondamentalement, c'est la même chose. Que j'envoie des leads pour de l'affiliation, pour des trucs de merde, enfin des alandos, on va revenir là-dessus, je sais pas, j'ai que ça en tête, ou des jardinières, bah voilà. Ok. Ou alors, tu le fais pour lever des fonds. Et donc, c'est la même chose, c'est le même taf. C'est juste le message qui change et le ticket qui est pas le même. Au lieu de dire je gère des publicités pour des marques e-commerce, waouh, encore un, dis plutôt je développe des systèmes de déploiement de capital en marketing direct pour les banques privées. Je source les futurs clients des banques privées. C'est vrai. Moi, c'est comme ça que j'apporte des clients notamment. Attache ton offre à un résultat financier par un service. Personne au sommet. Deuxième point, attache ton offre à un résultat financier par un service. Personne au sommet de la pyramide n'achète du marketing ou du conseil. D'accord? Ça, c'est un truc qu'il faut bien comprendre. Les gens achètent uniquement une chose en haut de la pyramide, enfin, plus tu montes, c'est du levier. Donc, l'efficacité du capital, maximiser les rendements de ressources investies. Conformité réglementaire, éviter des sanctions et s'adapter aux lois en vigueur. L'atténuation des risques, réduire l'exposition aux pertes potentielles. Très important. Positionnement concurrentiel, renforcer leur place dominante, en rachetant, en tuant un mec au-dessous, etc. On peut prendre l'exemple, comme par hasard, mais de FTX dans la crypto, où l'écart entre le 1 et le 3 s'est creusé quand le 2 a coulé et que le 1 a récupéré 80% des actifs. Un écart se creuse. Je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est quand même pas mal. Donc, tout ce qui est effet de levier, les règlements, les réglementations, les KYC bancaires, tout ce qui est réglementaire, avocat, etc. Et si tu regardes bien, maximiser et rendre des ressources investies, on est toujours sur une gestion de capital, on est toujours sur une gestion de fonds. Comme tu alloues un budget marketing, tu vas répartir le budget un peu dans Meta, un peu dans YouTube, un peu dans machin. La conformité réglementaire, toujours en respectant des lois. Tu vas t'adapter à des compliance, etc. Pour ça, il faut que tu aies des partenaires, que ce soit des avocats, des machins, etc. L'atténuation des risques. Les gens veulent éviter du risque. Ah oui, mais je veux réduire le risque de mon image, etc. On a un cabinet qui est compétent en gestion de crise et on vous assure, on vous back qu'il n'y aura pas de problème parce que justement en travaillant dans des cabinets de gestion de crise, on sait exactement pourquoi les gens ont des crises et 80% des crises viennent de telle chose qu'on ne fera jamais. Raison pour laquelle nous on fait ça comme ça. Je dis n'importe quoi, mais tu vois l'idée. Le positionnement concurrentiel, renforcer leur place dominante, je l'ai dit juste avant. Si ton offre impacte directement un résultat financier, le prix devient complètement secondaire. Ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que ton offre doit toujours avoir une promesse liée à un résultat direct. Pas à je vais te conseiller sur ta stratégie patrimoniale. Non. Je vais te faire gagner 10% par an en te faisant prendre un minimum de risque. C'est-à-dire que dans tous les cas, au pire des cas, tu vas gagner 7%. Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est mieux que je vais t'aider à investir en bourse, je vais t'aider à machin. Non, non, nous on a une solution algorithmique qui permet de blablabla. Ok ? Voilà, on ne vend pas d'ailleurs une solution algorithmique, on vend un effet de levier. On va te faire gagner 10% sur tes 100 millions de gestion. Tu vas gagner 10 millions à l'année et je vais juste prendre 25% de fees, 2,5. Pour ça, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te montrer ce que je fais tous les jours. Voilà, et on peut vendre du copy trading, par exemple, à 100 millions et prendre 3 millions au passage. C'est un exemple. Plutôt que de vendre des robots à des mecs sur YouTube où je comprends pas le délire, bah c'est pareil, tu peux aller voir des fonds et faire ça. Exploite l'effet réseau pour scaler sans churn. Comme je te l'ai déjà dit, vendre au petit business égale transaction unique, zéro continuité. Et puis bon, les mecs, ils s'arrêtent vite. Vendre à des institutions financières, chaque client devient un pipeline direct vers 10 autres. Il ne faut pas sous-estimer la qualité du travail. Tout ça part du principe que tu sais livrer et que tu livres bien, bien sûr, parce qu'on est là pour travailler proprement. On est des B2B, on est des gens sérieux. On n'est pas là à vendre des trucs à la con. On fait du vrai service derrière. Et si tu te positionnes correctement, tu n'auras plus jamais besoin de faire de l'outbound. L'outbound, c'est aller démarcher des gens en direct, etc. Et encore que, même ça, moi je dirais, continue toujours à faire de l'outbound quoi qu'il arrive. Chaque deal que tu signes te donne accès à des opportunités exponentielles. Chaque client que tu satisfais
rapporte d'autres clients, parce que dans un petit cercle, c'est vrai. À l'école, on t'explique qu'un client rapporte un client satisfait rapporte un client, et un client insatisfait t'en fait perdre 10. Eh ben, la réalité, c'est que dans les institutions et dans le sommet de la pyramide, un client satisfait te ramène tout le haut de la pyramide. Et ça va très très vite. Très généralement, et tu pourras regarder, je suis sûr que tu trouves sur internet, tu trouveras des gens, quand tu pénètres une boîte du CAC 40, très souvent tu as accès à toutes les autres boîtes derrière, parce qu'ils se connaissent tous, ils bouffent ensemble, machin, etc. Et donc c'est quelque chose qui permet de te valoriser et c'est extrêmement important. Voilà. Si tu veux me parler de ton offre ou autre, je t'ai mis un lien en description, c'est Twitter, je t'invite à venir me voir en DM en me disant que tu viens de YouTube, enfin que tu viens de la vidéo quoi en tout cas. Je t'ai mis également un lien pour que tu puisses rejoindre le Telegram où je partage des choses dessus, beaucoup de contenu, etc. Et tout ce que je fais un peu au quotidien, tu comprendras ça très très vite. Je t'invite à cliquer sur le lien en dessous et je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.